Voilà, alors bienvenue à cette soirée, ce salon du Général Dufour qui sera consacré ce soir à une fleur, la rose, professeur Alfred Dufour, une manière de montrer que même l'horticulture peut nous amener à l'histoire, et il sera question ce soir de ça. Mais avant, il faut que je vous fasse la petite minute Covid-19. Donc merci à tous de cette... désinfecter les mains avant, et puis juste rappeler quelques gestes. Donc si on éternue dans le bras, en général, quand c'est format conférence, selon mon analyse de la situation, donc je ne suis pas spécialiste, mais en fait, quand on ne parle pas puis qu'on regarde devant, on ne devrait pas trop avoir de risque de contamination à ce niveau-là. Et puis, on verra après, on aura la minute Covid-19 spéciale apéro. Et là, on a une notion, une couche supplémentaire, puisque là, on est un peu plus à risque et on a revu l'apéro d'une autre façon. Donc, on a essayé de prendre des précautions pour qu'on ait zéro défaut ici. Et donc, merci à tous de jouer ce jeu. Et on repassera au décontaminateur avant de passer dans la salle tout à l'heure d'apéro. Alors, Dufour avait 4 filles, donc Guillaume-Henri, parce que maintenant, avec tous les Dufour qu'on a dans cette salle, il faut bien préciser qui est qui. Donc Dufour avait 4 filles, c'est les 4 filles que vous avez à droite sur le mur, au-dessus de la généalogie qui a été préparée par notre ami Lionel, qui est là-bas derrière, de la Société genevoise de généalogie, Lionel Rossella, qui nous a fait une généalogie de 7 générations en amont, 7 en bas de Dufour. Donc maintenant on a la chance d'avoir les descendants de Dufour, Guillaume-Henri toujours, qui ont à peu près les enfants, la taille de voir leur nom à la hauteur des yeux. Dans la couche là-bas. Après, je ne sais pas comment ça passera pour la suite, si on fera un ascenseur pour descendre ou je ne sais pas quoi. Donc Dufour, Guillaume-Henri toujours, a éteint un peu sa lignée des Dufour de Bourdigny, et ben voilà, on en était là jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il y a d'autres Dufour de Bourdigny qui sont là, et je les salue. Je vois qu'ils sont assez nombreux, peut-être qu'ils se lèvent, comme ça on sait qu'ils sont, voilà, Olivier, peut-être vous dire les prénoms. On n'en a jamais le temps, on a peut-être Olivier qui peut les présenter. J'allais le faire après, mais bon. On le fait maintenant, ouais. Hugo, qui est mon deuxième garçon. J'excuse le premier qui est retenu pour le coronavirus et l'urgence ailleurs. Il ne l'a pas lui-même, enfin voilà. Pierre et Jacqueline, mes cousins germains, donc les enfants de la sœur de mon père. Donc même s'ils s'appellent Ostetler, ils sont des Dufour de Bourdigny quand même. Et Pierre, en plus, c'est vraiment autour de la rose de ton parrain Jacqueline. Eh bien, Pierre est là. Pierre habite à Ottawa depuis extrêmement longtemps. Et donc, c'est vraiment, ça me touche beaucoup que tu puisses être là ce soir. Je propose peut-être à Olivier qui vient nous expliquer qui était ce brave homme, le professeur Alfred Dufour, et je lui laisse la parole. Alors, bonsoir. Moi, j'étais un peu pris de court par le président, mais je suis vraiment touché qu'il y a un plus grand morceau de la famille Dufour qui soit là cette fois, puisque j'avais un peu mis le trouble, après avoir suggéré qu'on ait des roses Dufour dans ce jardin, et dit que la ligne Dufour de Bourdigny n'était pas éteinte du tout, contrairement à ce que Galif affirme depuis la fin du 19e siècle. Donc voilà, on est bien vivant, il y en a plusieurs, et Hugo sera bientôt papa de nouveau d'un deuxième enfant à la fin du mois d'avril normalement. Donc voilà, j'aurai 5 petits-enfants, donc en plus j'ai un neveu qui a aussi des petits-enfants, donc voilà, ça fait pas mal de monde quand même ici. Alfred Dufour, je ne peux pas vous dire dans quelle année, c'est une photo que j'ai retrouvée chez ma cousine Jacqueline. Voilà, donc on fera un parcours comme ceci. Et à la demande du président de clarifier un peu ce lien et cette histoire avec Bourdigny avant de parler d'Alfred Dufour lui-même. Alors voilà Bourdigny, c'est dans la commune de Châtigny, vous voyez très bien en haut dans le coin c'est Saint-Genis. Voilà où se trouve Bourdigny, qui est Bourdigny dessus et Bourdigny dessous. C'est Bourdigny dessus qui est entouré parce que la famille Dufour
était sur Bourdigny-Dessus, en fait, et des propriétaires à Bourdigny-Dessus. Et je te dis tout à l'heure, tu aurais une petite surprise, mais je ne sais pas, tu la vois là dans le coin, hein. Donc Napoléon III a séjourné plusieurs fois à Bourdigny-Dessus. Donc pour la reconstruire, a cherché ces choses, et Joséphine l'impératrice aurait passé une nuit au château de Chouilly par ailleurs. Donc il y a des liens quand même assez importants finalement avec Bourdigny. Voilà. Et vous voyez simplement, j'ai juste mis en rouge sur la question du nombre de feux, parce qu'on va voir dans le dia suivant que la famille Dufault de Bourdigny est arrivée à Bourdigny depuis Poney, en fait, avant 1376. Donc vous voyez qu'en 1412, il y a seulement 21 feux, donc on était déjà parmi ces feux-là. Donc voilà une proposition juste pour montrer les liens et l'histoire avec Bourdigny. Donc on sait aujourd'hui, et j'espère faire en 2021 une présentation complète par rapport à la généalogie et notre lien entre la branche que j'appelle 7, celle du général Dufour, et la nôtre qui est la 8. Mais il y a 11 branches au total qui sont identifiées pour les Dufour du mandement de Poney, donc de Satigny, globalement. Alors ils n'ont pas tous été à Bourdigny, et ici on a que les branches qui ont vécu, habité à Bourdigny, les autres étant restés ou à Chouilly, ou à Poney, ou à Pessy. Et vous voyez qu'effectivement, donc ici, le fils de Hugo, Basile, et puis la génération 4, à partir de la génération 0, qui est, qui est au début de 1300, hein, la génération 1, pardon. Et on a donc ici un parent commun, qui est Pierre III, dans la série de la famille, parce qu'il y avait souvent des prénoms qui étaient repris. Pierre III, qui est la génération 8, et qui a, lui, 4 enfants, ou 5, dont 2, Claude et Gérard. Claude, qui est donc l'ascendant du général Dufour, et Gérard, qui est notre ascendant, donc qui sont des frères, à la génération 9. Aujourd'hui, nous, on a la génération 22. Et puis, le général Dufour, donc la génération 19, pour sa dernière fille. Et puis un petit plan comme ça, pour vous allécher pour la présentation dont on parlera de la généalogie l'année prochaine, j'espère. Un de nos deux parents qui a travaillé la généalogie ne s'est pas attaché à l'arbre, mais à l'évolution des propriétés cadastrales à Bourdigny-Dessus. Donc depuis 1376, ici, vous voyez, jusqu'au dernier plan retrouvé 1808. Et qui raconte l'histoire de comment les gens ont habité là, ont vendu. Vous voyez qu'ici, il y en a des deux côtés de la route, ici plus d'un côté, enfin bref. Et on trouve tous les mariages, comment ça s'est changé, etc. Un document extrêmement intéressant sur l'histoire de la famille à Bourdigny en particulier. Et comme vous voyez ici, la famille a quitté en 1880 et une dernière parcelle était vendue par la branche dite de Colonie. Si je reviens en arrière, c'est celle-ci. Vous voyez qu'ici, en 1880, la famille est partie ou à Colonie. J'ai mis La Chapelle parce que dans la famille, on a toujours parlé que notre grand-père ou un maman, ils ont habité à La Chapelle, donc en dessus du Bachet, en fait. Voilà, et puis après, on s'est disséminé un peu partout, comme ça se fait aussi aujourd'hui. Et donc, la famille est partie d'une part sur Colonie, qui est la branche de l'autre, professeur Alfred Dufour, le professeur de droit, hein, et qui a aussi toujours des gens qui s'appellent Dufour, et qui sont toujours vivants. Alors, Alfred Dufour, il est né à Genève en 1906. Alfred Dufour, il est là, je suis désolé, la photo est un peu coupée. Ici, c'est mon père, ici, c'est Louise Milly, la maman de Jacqueline et Pierre. Et ici, c'est notre grand-mère et notre grand-père François, qui est décédé en 1928 et qui lui-même était déjà maraîcher, mais son père, Louis, l'était. Et un petit tour sur la lignée, c'est qu'après Alfred, il y a 2 horticulteurs dans la famille, mon frère François et puis Hugo, qui ont passé par l'école d'horticulture, donc il y a une trace familiale incontestable dans cette histoire-là. Et puis j'ai relevé en particulier, et je l'ai mis à cet endroit-là, un extrait avec la signature d'Alfred Dufour dans un livre qu'on verra un peu plus loin. Vous voyez, je voudrais dédier ce modeste ouvrage à la mémoire de mon cher père. C'est à ses côtés que j'ai fait mes premières armes et c'est à lui que je dois de tant aimer mon métier. Donc c'est un horticulteur ou après c'est devenu un arboriculteur, parce que sa spécialité c'est l'arboriculture fruitière. Et ici j'ai trouvé cet extrait dont je parlais tout à l'heure avec M. Mélan, c'est d'horticulture genevoise, où on voit effectivement que ici, donc le grand-père d'Alfred, notre arrière-grand-père, et puis Ami Dufour, qui est la branche de Colonie, qui était aussi déjà
dans la culture maraîchère ou l'horticulture, puisque c'est en 1889. Et puis voilà, dans un ouvrage qui a été fait pour les 125 ans de l'école d'horticulture, on trouve ici la liste des 32 publications dans le journal La Revue Horticole, depuis 1931 à 58, que Dufour a publié. Et puis à un moment, il a fait un livre ici en 1943. Et vous voyez, en 1943, moi je n'avais pas réalisé, parce que j'avais vu ce fascicule il y a déjà longtemps, puis je l'ai trouvé à la bibliothèque de l'école à Lullier. En 1943, la préface de cet ouvrage est M. Wallen, qui s'est occupé, dans mes souvenirs, de choses sérieuses sur l'alimentation de la population. Donc il y a une petite préface de M. Wallen dans ce petit fascicule qui fait quand même 160 pages, qui est fortement illustré et intéressant sur la culture maraîchère, bien que ce n'était pas la spécialité d'Alfred Dufour. Et puis voilà Alfred Dufour, quelques photos plutôt famille, parce que c'est quelqu'un qui était très attaché à sa famille. Donc ici effectivement Alfred Dufour. Ici Alfred Dufour avec notre tante Germaine, hein, la femme de Alfred Dufour, qui n'ont pas eu d'enfant. Ici une photo aussi où on voit la branche Hostetler, donc avec Alfred Dufour, sa femme Germaine, ma grand-mère, Pierre ici que vous êtes avec vous, Lily et Ernest, mon oncle et ma tante, et Jacqueline qui est ici. Et puis, voilà, en 1960, le professeur Dufour est appelé en Italie pour créer et ouvrir une première école d'horticulture en Italie. Donc ça, c'est une petite coupure de presse que j'ai trouvée chez Jacqueline, que ma grand-mère avait mis de côté au moment où son fils est parti, et donc une des photos qu'on trouve sur ses élèves au début. Et ici, c'est une photo le jour de l'inauguration où on trouve ici Alfred Dufour. Donc l'inauguration de l'école, c'est en 1962. Et puis Alfred Dufour est décédé en 1965, après une longue maladie et différents problèmes. Et puis j'ai juste repris ici, donc ça c'est le journal italien qui parlait de cette cérémonie. Ici en fait, c'est le témoignage sur cette personne qui je pense le résume bien en entier. Donc tout un aspect pour lequel il est reconnu sur sa qualité d'enseignant et de formateur, parce que dans les archives, y compris de la brochure des 100 ans de l'école d'horticulture, il y a aussi des témoignages sur comment les gens appréciaient aussi son enseignement et sa façon d'être. Et ici, le témoignage d'un élève qui était élu donc au moment de la cérémonie funèbre, pour dire aussi tout ce qu'il a reçu, ce qu'ils ont reçu, et puis tout l'aspect relationnel et la qualité relationnelle que Dufour avait pour transmettre et faire aimer le métier à ses étudiants. Voilà, donc comme c'est aussi bien dit, il est décédé avant que la première promotion ne termine son école, en fait, hein, puisqu'il l'école avait commencé en 62 et il est décédé au printemps, au mois de mai, et donc il est enterré à Minoprion. Voilà donc, en conclusion, j'ai choisi de l'appeler horticulteur par passion. Ça reprend effectivement cette plaque de souvenir d'Alfred Dufour, ici avec un groupe d'élèves dans un voyage d'études. Et puis pour mettre une note un peu plus gaie, on trouve aussi dans les archives des 100 ans de l'école, ils ont demandé des anecdotes aux élèves, et il y en a une qui concerne mon oncle, un autre oncle, et la dissertation sur les poires développée par le professeur d'arboriculture fruitière. Et saviez-vous que l'intérêt pour les pommes, ça s'appelait la pomologie, qui est un nom sympathique. Donc le beau-père William, c'était Curie d'Avranches, sa bonne s'appelait Louise Bonne d'Avranches, et que faisait le curé William avec sa bonne? Eh bien, il lui faisait des conférences, bien sûr, et ceci dans la doyennée du comice. Donc ce que dit l'élève, c'est que Dufour avait fait ce texte pour le faire souvenir des noms des poires. Et donc, voilà, ils apprenaient un peu cette histoire par cœur. Pour atteindre le doyenné, il fallait traverser le bosque. Et ils y trouvèrent une poire pas terrible, très dure, très âpre, même crassane. Au lieu de la jeter, ils la placèrent à la cave en se disant « on ne sait jamais ». Et à fin décembre, lorsqu'ils retournèrent une fois de plus au doyenné pour y faire des conférences, eh bien, le curé William observa que la poire était devenue juteuse, à souhait excellente, et dit à Louise, regarde, elle passe crassane. Voilà. Ainsi, ils baptisèrent ensemble la passe crassane, la meilleure poire de France. Voilà.
Puis un grand merci parce que on a oublié d'écrire à l'école d'horticulture, la Fondation Minoprio et qui on a eu des contacts par ma sœur qui est italienne, et puis la famille, les gens qu'on a pu rejoindre, en excusant aussi bien M. Mancino qui est le président de l'association des anciens de l'école Minoprio, qui évidemment ne peut pas se déplacer à l'heure actuelle, et puis effectivement Jacqueline et Pierre, Jean-Alfred qui est un de mes petits cousins qui vit en Valais, mon frère, ma soeur, et puis ma soeur a rencontré un jour en Italie, parlait de son oncle en Italie, et puis il se trouve que cette amie était la sœur d'un étudiant qui avait fait l'école de Minoprio, donc elle a aussi raconté et donné des informations à ce moment-là sur nos troncs. Voilà, je m'arrêterai là avec cette diapositive-là. Merci. Merci. Alors, pourquoi on a parlé ce soir de la rose, professeur Alfred Dufour? C'est qu'un soir, un jour, je faisais une présentation sur Dufour et je dis que ça avait la dernière fille, Amélie, qui est en bas à droite, avait éteint cette dynastie des Dufour de Bourdigny, et notre brave Olivier se lève en disant « Mais monsieur, je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que je suis moi-même un Dufour de Bourdigny. » Alors, on discute, on est remonté 10 générations en arrière, et on a donc trouvé cette fameuse filière qui, aujourd'hui, a encore des Dufour mâles, en sachant que beaucoup de Dufour sous le canton de Genève sont des Dufour de Cartigny. On dirait qu'il y a quelques kilomètres, mais ce n'est pas la même filière apparemment du tout. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup, alors il me dit, ah ben j'ai un oncle qui a fait une rose. Ah bon? Et alors il montre la rose. Puis du coup on s'est dit, ben tiens, pourquoi on n'implanterait pas cette rose dans les jardins de Contamine? Comme si c'était évident qu'on trouve une rose, on la plante là où il y a, tout d'un coup, ça serait devenu un peu la rose de Bourdigny, la rose Dufour de Bourdigny, et qui aurait montré un peu la lignée du général. Et puis, eh ben, on a plusieurs personnes qui sont là ce soir, qui ont mené l'enquête pour savoir où on pouvait retrouver cette rose, qui trônait fièrement, je crois, au Parc Lagrange, à un certain temps notamment, et qui a complètement disparu de Genève, qui a disparu quasiment de la Suisse, enfin, qu'on ne retrouvait plus. Et on a 3 personnes dans cette salle qui ont mené l'enquête depuis 3 ans maintenant, à travers l'Europe, pour retrouver cette rose. Et normalement, ce soir, on devait la voir, et on en reparlera vers la conclusion, cette rose plantée devant la maison, mais on avait oublié qu'il y avait encore la ville de Genève qui devait donner son avis, et que la ville de Genève, c'est 0 phyto, et donc, voilà, vous dégagez avec votre rose, vous n'aurez pas la rose ici. En gros, si je vous la résume, mais on va vous montrer toute cette saga. Et ce soir, un peu l'idée, c'était de parler de la saga de la rose, professeur Alfred Dufour. Et du coup, je vais passer la parole à la première personne qui a rebondi sur le fait que Olivier avait dit, bah, tiens, on pourrait planter cette rose ici, et qui a mené les premières recherches, et c'est Marie-Anouche Sarkissian. Bonsoir. Oui, je voudrais remercier Marc Studer ainsi que l'équipe des Salons du Four de m'avoir invité à cette soirée autour de la rose. Je suis très émue de pouvoir exposer ma contribution à ce projet de plantation d'un plan de rosier historique. C'est toujours un honneur et un plaisir pour un parfumeur de travailler sur la reine des fleurs. D'autant que la couleur de cette rose est très particulière. Elle évoque le velours, un toucher soyeux. Je suis donc très heureuse de pouvoir admirer cette beauté de la nature. Alors, en ce qui me concerne, j'ai été associée au projet de la plantation de la rose professeur Alfred Dufour sous 2 formes. Voici comment j'ai œuvré. D'une part, j'ai contribué aux premières recherches de la plante qui étaient très difficiles à retrouver. Elle n'apparaissait nulle part en Italie, elle était introuvable, et j'ai contacté la Minoprio Fondation et la Vivaï Cazzaniga. Désolée pour mon accent. C'est vrai que, étant donné que la bouture avait été créée en Italie, il semblait logique et probable de la retrouver là-bas.
Malheureusement, elle n'avait pas non plus été conservée à Genève, où pourtant elle avait été plantée. Monsieur Roger Beer, ancien chef des espaces verts du parc Lagrange, n'avait malheureusement pas conservé de bouture et ne pouvait pas nous renseigner. Également, j'ai contacté le centre horticole de Lullier à Genève, également le grand centre de la rose Bee Creek aux Pays-Bas, ainsi que la célèbre roseraie de l'Aille-les-Roses, mais là non plus, elle était introuvable. Actuellement, je contribue à voir sur les problèmes des pesticides pour les rosiers, puisque la ville de Genève n'en veut plus. En effet, je suis membre de la Société française des parfumeurs, dont les antennes s'étendent à l'international et qui ont notamment en partenariat la Société française des roses. Et c'est par ce canal, grâce à M. Pierre Guyens, parfumeur, ainsi que M. Michel Adam, obtenteur rosiériste, que je suis à la recherche de traitements pour la rose qui soit sans pesticides. Donc j'ai œuvré jusque-là pour ma part pour ce projet de plantation, mais mon domaine professionnel est le parfum et la musique, et c'est en tant que parfumeur et musicienne que j'ai travaillé au second volet, qui est la création d'une fragrance en hommage au général Guillaume-Henri Dufour. En effet, le parfum relate des souvenirs, fait appel à notre mémoire, et j'ai créé un parfum en hommage à l'homme Dufour pour son souvenir, pour célébrer ses œuvres militaires et ses qualités humaines. J'avais en effet travaillé en 2015 et 2016 pour le château de Prangin, musée national suisse, à la reconstitution d'un parfum historique féminin dont la rose était l'élément principal. Car un certain type de rose était cultivé au château du baron Guiguet de Prangin, à quelques kilomètres de Genève, au XVIIIe siècle, et elle était utilisée en eau de rose pour la toilette. C'est la variété Rosa damascena qui était cultivée et distillée au château, puis utilisée par la baronne Mathilda Guiguet de Prangin. La variété de Rosa damascena a la particularité d'être fragile et de ne supporter que la méthode d'extraction par distillation, procédé qui est décrit dans le journal du baron. La distillation est une méthode qui utilise la vapeur, l'évaporation, et qui permet ainsi de conserver au mieux la fraîcheur de cette rose. Alors il faut une très grande quantité de pétales pour obtenir peu de matière première. Pour obtenir environ 10 grammes de rose, il faut 30 kg de pétales. L'Absolue Rose damascena est considérée comme la meilleure rose en parfumerie fine et elle est toujours employée de nos jours. Pour la parfumerie fine contemporaine, ce sont deux variétés de roses qui sont utilisées aujourd'hui pour leur qualité olfactive. D'une part la Rosa damascena et d'autre part la Rosa centifolia. Pour vous donner une idée du prix, une Absolue Rose coûte environ 2000 francs le kilo. Une essence de rose, 7000 francs le kilo. Au XVIIIe siècle, le parfum, dans son sens moderne, n'existe pas encore. C'était à l'époque des eaux de rose non alcoolisées qui étaient utilisées par les dames de l'aristocratie pour leur toilette. Cette eau de rose a la particularité d'être une odeur légère et peu tenace. Cela vient de la distillation qui garde une odeur fidèle de la fleur sur la tige. On a l'impression de sentir comme une rosée ou une dentelle. Pour la reconstitution de cette eau, je suis restée au plus près des techniques de composition de l'époque et je tiens à remercier le maître parfumeur Yves Tanguy qui a supervisé la reconstitution du parfum ainsi que l'entreprise Givaudan qui a fourni une magnifique Absolue Rose damascena. Nous avons pris pour référence une formule datant de 1734, l'extrait maréchal à la rose, qui était alors en vogue à la cour de Versailles. C'est l'une des plus vieilles formules de parfum de rose qui nous soit parvenue. Pour le château de Prangin, cette rose damascena a été travaillée pour un parfum féminin. Pour le parfum en hommage au général Dufour, je suis partie du cœur de la formule historique pour la travailler en parfum masculin. Dans le premier cas,
je voulais garder l'esprit d'une eau volatile, très finement travaillée, avec les facettes de la Damascena qui possèdent des contrastes hespéridés et épicés. Donc travailler plus avec des notes citrus, bergamote et girofle. Donc je rappelle que c'est une formule historique utilisée en 1734 pour une utilisation du XVIIIe siècle. On n'est pas dans les préoccupations de genre ou les revendications de genre que l'on trouve aujourd'hui. L'écriture de la formule est classique. On met en balance des éléments de contraste épicés et hespéridés qui forment cette harmonie de rose. Moi qui suis musicienne, on retrouve ce même souci d'équilibre et cette même recherche de symétrie dans l'écriture de Mozart, comme par exemple un extrait de sa sonate en Do majeur, numéro 16, Köchel 545, qui a été composée en 1788. La touche parfumée que vous avez entre les mains, c'est tout le monde a la touche parfumée que j'avais distribuée tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un ne l'a pas? Donc, vous pouvez sentir la pointe de la touche. C'est une création que j'avais réalisée l'année dernière en hommage à Guillaume-Henri Dufour pour les Salons du Four et que j'avais présenté ici même en février 2019. Alors je n'avais pas encore cette magnifique rose du professeur Alfred Dufour plantée aujourd'hui, enfin qui devait être plantée, et finalement toute la saga est dans cette plantation. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir les premières fleurs. J'avais travaillé sur ce parfum avec une absolue de Rosa Damascena, qui est considérée comme la meilleure rose en parfumerie fine, mais je l'ai travaillé comme si c'était une œuvre d'art. C'est un hommage au général Guillaume-Henri Dufour, c'est l'histoire d'un parfum de rose qui se confond avec l'histoire du général Dufour. Le parfum de rose et le général Dufour ne font qu'un. J'ai travaillé sur les facettes qu'offre la Damascena, mise en perspective avec d'autres matières premières, notamment du vétiver, pour créer des contrastes qui mettent en lumière son aspect cuiré. Donc si vous sentez le parfum que vous êtes en train de sentir, c'est un floral rose boisé cuir. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir l'odeur de la rose du professeur Alfred Dufour, parce qu'avec cette couleur si profonde, comme du velours, vraiment ça m'intrigue de la voir en vrai. Alors ma création olfactive était un parfum artistique et non pas commercial, en hommage à Guillaume-Henri Dufour, mais c'est un parfum que l'on peut porter sur la peau, c'est un vrai beau parfum. Il peut être surprenant d'associer un général à une fragrance de rose, mais cela met en lumière son élégance, le caractère du personnage et son humanité. Je suis partie de clés de lecture de sa vie, de ses œuvres, en prenant en compte toutes ses activités pour mieux cerner l'homme, pour être au plus près de son état d'esprit. Pour moi, le parfum devait traduire de la façon la plus fidèle possible
le caractère de cet homme mythique. Le parfum a été élaboré en restant au plus près de ses traits de caractère. J'ai respecté la dualité entre l'homme militaire, le général à 5 légions d'honneur, l'humaniste, puisqu'il est fondateur de la Croix-Rouge, et ingénieur, et son cœur familial, sa sensibilité familiale que j'ai aussi transcrite dans le cœur rose, tendre du parfum. Ce que vous sentez est un point d'approche pour entrer dans l'univers du général, pour entrer dans sa facette historique à la charnière du XVIIIe et XIXe siècle. Pour mémoire, ces dates sont 1787-1875. Je suis donc partie du travail historique pour le château de Prangin en rose féminine, qui m'a servi de base pour le travail historique du parfum du four, en lui donnant un aspect plus masculin, plus moderne, avec une note de vétiver qui fait évoluer la rose sous un aspect fumé et cuir, tout en gardant un cœur boisé et épicé. Il sera sans doute possible de faire distiller les pétales de la rose du four, donc avoir peut-être un tout petit peu d'absolu ou d'essence, pour l'insérer ensuite dans la fragrance. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir sentir ce que ça peut donner. Parce que le parfum évolue dans le temps. Et au départ, ce parfum est très floral. Mais le fond cuir et fumé apparaissent assez rapidement, tout en conservant un cœur profond par les épices. Ce sont des facettes complexes qui s'animent au fur et à mesure de façon très fine et subtile avec la rose. Je voudrais remercier l'entreprise Givaudan, en particulier M. Maurizio Volpi, qui a autorisé l'élaboration du projet et qui a accepté que l'on me fournisse les magnifiques matières premières de son laboratoire, notamment une essence de rose de Bulgarie magnifique, une absolue rose turque de très grande qualité et une essence de vétiver absolument renversante. J'en profite pour remercier l'équipe de Givaudan de Vernier-Genève qui m'a aidée, le parfumeur Bernard Méraud qui m'a ouvert son laboratoire, M. Jean-Pierre Barras qui était présent et Mme Sabine Abanto pour la communication. Il peut se lever, peut-être juste comme ça on les voit aussi. Sabine. C'est grâce à eux que vous pouvez sentir ce parfum ce soir. Mais, comme je le disais tout à l'heure, je suis musicienne et ma composition musicale est liée à la composition du parfum. On parle en effet de composition musique, on parle de composition de parfum, et pour moi les deux processus ne font qu'un parce que c'est de l'art. J'ai donc associé les deux arts, de la musique et du parfum. Il y a un travail de contraste, d'harmonie, même de dissonance, comme par exemple ici le binôme entre des notes hespéridées, citrus et cuir, donc des notes à la fois aquatiques et sèches, à mettre en balance. Aussi la dentelle de la rose, la fraîcheur de la rose, avec le cuir brut, animal on pourrait dire, et aussi l'aspect poudré violette, en fort contraste avec le boisé du vétiver. Tout ça, ce sont des dissonances explorées dans cette fragrance. Dans ma composition, je me suis inspirée des musiques jouées à l'époque du général Dufour, notamment la musique de Franz Liszt, qui s'est inspirée de son contexte historique et de la ville de Genève. On y retrouve notamment l'inspiration des cloches, qui ouvre une dimension mystique, et aussi l'inspiration de l'eau, l'inspiration aquatique, qui a été transcrite dans l'œuvre de Liszt, Les cloches de Genève, où l'on entend la rade de Genève qui a été mise au point, enfin qui a été dessinée par l'ingénieur Guillaume-Henri Dufour. Voilà, donc pour moi, en tant que musicienne et pianiste, m'inspirer de Liszt, c'est comme avoir un témoignage sonore de l'époque et de ce que le général Dufour a pu entendre à Genève. J'ai maintenant le plaisir de vous jouer ma composition musicale issue de cette réflexion et je vous remercie de votre écoute.
Merci Marianouche. Je fais une petite parenthèse pour vous avertir que donc Marianouche donne des cours de piano dans cette maison. Donc, elle a une association, une des 30 associations qui sont dans cette maison, qui s'appelle Musique et Parfum, qui est là. Et elle va nous faire le plaisir, au mois d'août, d'accompagner une pièce de théâtre. Donc ici, on est dans la salle Guisan de la Maison du Four. Et on aura le 22 août, après-midi, à 17 h, un samedi, une pièce de théâtre qui sera Guisan chez Dufour et qui va être jouée ici dans cette salle. Et au piano, ça sera Marianouche qui accompagnera Jean Viniguer qui jouait dans une pièce de Dufour chez Dufour, le général Dufour, donc il jouera le général Guisan, et Lauriane Cherpillot qui jouait la fille aînée de Dufour dans la pièce, jouera une dame du service complémentaire féminin. Si jamais, 22 août à 17 h. Donc nous avons lâché Marianouche avec ses démêlés en Europe, avec la Hollande, l'Italie, la Suisse, Genève. Et on a demandé à une autre, alors une italienne de souche cette fois, qui est paysagiste à Genève, Carmen Leonelli, de continuer l'enquête en Italie, en italien. Ça aide aussi quand on doit commencer à poser des questions. Et elle devait être avec nous ce soir. Malheureusement, elle avait été en Italie et donc son fils l'a interdit de séjour ici à la Maison du Four ce soir. Mais on a décidé, alors elle m'a envoyé son texte, et puis j'ai trouvé que lire un texte de quelqu'un d'autre c'était un peu triste pour vous. Et donc on lui a proposé de simplement le dire devant vous. Alors on va essayer un duplex. Attention, je réponds de rien. Attention les vélos. La technique, c'est pas gagné, mais on va essayer. Soyons fous. Il faut que je trouve le trou déjà. Là. On va essayer de l'appeler. Alors tirez pas sur le pianiste, hein, si jamais ça marche pas. Oui, allô? Carmen, bonjour, c'est Marc. Oui. Ah, voilà, c'est bon. Alors voilà, tu es devant tout le monde. Oui. Et puis alors, il écoute ton message. Alors du coup, tu nous racontes un peu cette péripétie de... Voilà. Alors, tout le monde est prêt? Oui, c'est bon. Vous êtes tout bon. Alors, écoutez, ça, alors, je vais vous lire ça. Cet objet, c'est du petit objet, petite histoire de la rose, professeur retraite de Four, par M. François Gazzaniga. La rose Polienta, professeur retraite de Four, fut obtenue en 1961 grâce à un croisement de rose paprika. Coup de foudre après plusieurs années d'épreuves et observations, elle fut retenue adapte à participer à des divers concours. La rose, professeur retraite de Four, est une rose végétation compacte d'une taille de 50-60 cm, avec panicule composée de grandes fleurs semi-doubles, d'un beau rouge lumineux et feuillage vert brillant et sain. Au concours des Monta en 1966, elle remporte la médaille d'or pour la plus belle rose italienne. Au concours de Rome en 1967, elle remporte le premier certificat de mérite de la catégorie Polienta. Au concours de Genève en 1968, elle remporte le premier prix comme meilleure rose italienne. Et a pris le nom de professeur Alfred Dufour en honneur de ce dernier qui fut un fondateur et premier directeur de l'école horticulteur de mon
Marie-Procôme. Le professeur Dufour était une personne bien aimée par ses collègues et il était extrêmement cultivé et en même temps très simple et cordial. Où Rosaret de Genève fut bâti un grand partenaire, cette variété lui est dédiée, Jacques Lenon, en quelques années, était encore à sa place. Elle fut donnée en conséquence en Italie à la société Scaravati de Padoue et en Suisse à la société Rose de Bermoncan et à Neuchâtel. Aujourd'hui, en 2019, à notre grand regret, cette belle rose n'est plus cultivée. Et voilà. Vous avez pu comprendre un peu ou pas? Absolument, tout le monde a saisi. Tout le monde a saisi. Est-ce qu'il y a des questions pour Carmen, peut-être dans la salle, puisqu'on l'a au téléphone? Oui, mais écoutez, je suis désolée de ne pas être là, mais bon, ben voilà quoi. Ouais. Mais de toute façon, vous pouvez garder dans votre dossier le double de ça. Ok. Alors attendez, Voilà. il y a une question de Jean-Pierre Barras. Oui, Oui. alors, merci pour votre intervention. Alors, finalement, si elle est plus cultivée nulle part, où est-ce qu'on l'a retrouvée? C'est l'histoire d'après, ça. Ah, c'est l'histoire d'après. Vous l'aviez retrouvé là-bas en Italie ou C'est-à-dire pas? que, donc, là où j'ai téléphoné à Gazzaniga, donc, il ne produit plus. Mais par contre, dans l'ensemble, disons, dans l'ensemble des partenaires, disons, qui font les rosiers, peut-être qu'on la trouve encore. Mais eux, c'est exclu et ils ne peuvent pas nous dire où elle peut se trouver. Et vous ne m'aviez pas dit vous aviez trouvé des plants, mais qui n'étaient pas en bon état? Non, lui, il avait dit qu'il avait encore, donc à Versailles, il avait 3-4 boutures, mais avec la sécheresse, et puis ils étaient malades, donc il les a foutus loin. Donc lui, ils ne l'ont absolument plus du tout. Ok, alors j'ai une autre question de Marie-Anouche. Oui. Est-ce qu'on aurait une description de l'odeur de la rose? Est-ce que tu auras une description de l'odeur? Non. Tu ne sais pas. Pas trop. Elle n'en avait pas trop. Pas trop. La rose, qu'elle a beaucoup de parfums, qu'aujourd'hui, elle en a vraiment pas beaucoup. C'était la rose Papamélian. C'est un rouge très foncé, double, très parfumé. Mais aujourd'hui, avec le temps pour de faire des graisses, elle est jolie, mais elle a plus le même parfum qu'avant. Ok, d'accord. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Carmen. Et puis je vois au passage que vous êtes commendatore dell'ordine del merito de la République italienne. Est-ce que vous êtes en photo devant nous avec votre médaille là? Pour moi, c'était une surprise parce que c'était une sénatrice de Rome qui m'a fait avoir ça. Ok. En tout cas, félicitations. J'en avais encore deux avant. J'en avais encore deux. Et ça, c'était la troisième. Et c'est sûrement la dernière. Mais ça m'a beaucoup surprise. Je suis restée beaucoup surprise d'avoir cet honneur. Ok, en tout cas, félicitations. Voilà. Ah, mais donc, ça fait longtemps qu'il était prêt, mais je l'ai reçu que le 10 janvier. De cette année. De cette année, oui. Absolument. Ouais. Voilà. Alors vous êtes avec nous en son et en image, puisqu'on a votre photo aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis écoutez, alors j'espère qu'on sera, mais quand? On se verra dans quelque part, mais en ce moment, il faut faire très attention à tout. Ouais, absolument. Oui. Alors à tout bientôt. Ok. Carmen. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Excusez-moi devant tout le monde. Voilà, merci et bonne soirée, bonne continuation. Je trouvais que c'était quand même pas mal d'avoir la personne en direct. D'avoir, voilà, alors cette rose, là, on l'a retrouvée.
Quand je dis on, c'est Gérald Mellon qui l'a retrouvé en Allemagne de l'Est. Et je vais lui passer la parole. Et vous remarquez que lui aussi, il est médaillé, puisque ce soir, on ne fait pas dans la dentelle, on prend vraiment ce qu'il faut. Et félicitations. Hein. Donc, vous avez ici chevalier du mérite agricole, quand même. C'est pas n'importe quoi ce qu'on a chez nous ce soir. Gérald Mellon, à vous la parole. Selon la formule consacrée dans le milieu des roses, permettez-moi de vous dire, chers amis des roses. C'est comme ça qu'on s'adresse quand on donne des conférences. Merci pour votre invitation. J'y suis pour rien pour la photo, je sais pas si vous l'avez piqué, mais ben voilà. C'est vrai qu'il y a le mérite agricole, c'est une distinction française. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous parler de cette saga de la rose du four. Avec plusieurs intérêts, si je peux avoir le bon qualificatif. D'abord parce que je suis un ancien élève de l'école d'horticulture. J'ai fait l'école d'horticulture 61-64 avec mon ami Raymond Tripot dans la même classe. Et Raymond est l'ancien chef jardinier du jardin botanique, donc le patron du jardin botanique. Et c'est aussi le président de la Société romande des Amis des Roses et de l'Horticulture. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans le milieu des roses. Et puis, donc, personnellement, j'ai donc fait l'école d'horticulture, j'ai eu la chance de continuer mes études jusqu'au doctorat, et pas de chance, j'ai terminé comme directeur de l'école d'horticulture bien après. Donc c'est vrai qu'à quelque part, de parler d'un ancien collaborateur de l'école d'horticulture de Châtelaine, que nous avons fait, nous, maintenant à l'état Lullier, mais nous on est des vieux, hein, on a 75 ans, 75 comme on dit chez nous, cette année, donc on est dans la zone à risque. Hein, donc voilà, bienvenue, hein, c'est sympa. Donc voilà pourquoi, lorsque j'ai été approché pour savoir si on pouvait trouver cette rose, eh bien j'ai tout de suite dit oui, parce qu'il y avait ce côté historique, l'école d'horticulture, un ancien professeur, et puis j'ai comme passion, depuis longtemps, les roses. Il se trouve que j'ai eu la chance, le bonheur, l'honneur, le privilège d'être le président de la Fédération mondiale des sociétés de roses. C'est 41 pays, c'est 100 000 membres. Et c'est une présidence de 3 ans, au mois 2006-2009, non renouvelable, mais ça a été une expérience extraordinaire à travers le monde. Juste pour vous dire, j'ai quand même pris pendant 3 ans 116 fois un avion. Et j'ai été vraiment à travers le monde, partout. Quelquefois, Raymond était d'ailleurs avec moi en quelques voyages. Et donc, voilà, parler de la rose, c'est ma passion. Je vais vous dire, si vous en avez marre, vous me dites stop, parce qu'en général, quand je commence, je m'arrête pas. Mais non, mais là, je sais qu'il faut quand même aller. Alors, cette saga, Madame Leonelli, qu'on a eu la chance d'entendre tout à l'heure, a dit ils avaient des vieilles roses ou je sais pas quoi, ils les ont foutues loin. Hein, c'est son expression. C'est un peu ça. J'avais reçu une photo d'un rosier qui malheureusement était vraiment pas en grande forme. Et ben, j'ai fait marcher mon réseau. Ça c'est l'expression moderne. Maintenant j'ai fait marcher mon réseau. Alors j'ai fait marcher mon premier réseau avec là. C'est toutes des variétés de roses. Hein. C'est toutes les variétés de roses recensées depuis qu'on fait un recensement des roses. Alors, je fais une toute petite parenthèse pour vous. Bravo d'ailleurs pour votre exposé. Juste une toute petite correction, mais toute petite. Hein. La Rosa damascea, Rosa centifolia, les deux que vous avez mentionnés, ce sont des espèces, ce ne sont pas des variétés. Hein, c'est des rosiers botaniques. Mais peu importe, l'essentiel étant là. Donc, je suis allé là-dedans, j'ai commencé à fouiller. Ce bouquin, il est fait par l'American Rose Society, donc la Société américaine des roses. Et puis, je trouve à un endroit, juste que je le retrouve, professeur Alfred Dufour, obtenu par croisement par Gazzaniga. Et Gazzaniga, c'était un obtenteur qui présentait régulièrement des roses dans Feu, le concours international de roses nouvelles de Genève, puisqu'il y en a certains qui l'ont supprimé, malheureusement. Et puis, toute la description que nous a donnée Madame Leonelli, ben, elle est là. Alors, elle est en anglais, mais c'est la même chose. C'est du semi-double, c'est un feuillage vert léger, c'est une
une végétation compacte, etc., etc. Donc, c'est une rose qui, sous le nom professeur Alfred Dufour, a été déposée en 1970, très exactement. Donc, quelques années après avoir été au concours international de roses de Genève. Mais ça ne me disait pas si la rose, elle était encore à quelque part. Par chance, grâce à la Fédération mondiale, je suis allé, il y a quelques années en arrière, à Sangerhausen. Sangerhausen, c'est dans l'ancienne Allemagne de l'Est, tout en haut là-bas, tout au fond. Et là, il y a une roseraie de collection qui est absolument phénoménale, fantastique. Et il y a un bouquin qui donne toutes les variétés de roses qui sont dans leur jardin. Alors, j'ai cherché bêtement, hein. Et bien j'ai trouvé la rose professeur Dufour. Alors, est-ce qu'ils l'ont encore? C'était ça la question. Est-ce qu'ils l'ont encore? J'envoie un mail et je reçois une réponse pratiquement par retour du courrier. Oui, oui, on a cette variété, elle est là. On n'en a pas beaucoup de pieds, mais elle est là. Okay. Deuxième mail, est-ce que vous pouvez me fournir des rameaux greffés? Ça aussi, petite parenthèse, c'est normal, vous êtes musicienne et parfumeuse, vous ne pouvez pas tout savoir. Ce ne sont pas des boutures, ce sont des petites greffes, hein, mais c'est pas grave. Donc, petit détail, est-ce qu'on peut avoir des rameaux greffons? Oui. Bon, alors ça, on est quand là l'année dernière, à peu près à la même saison, non? Comme maintenant, non? Quand on... Bref, je ne sais plus très bien. Mais il faut respecter les cycles de végétation. Donc, j'ai demandé à obtenir les rameaux greffons, ce qu'on a obtenu. Donc, on va partir un tout petit peu sur la saga maintenant, et puis vous allez voir qu'on arrive à avoir des plans. D'abord, juste pour faire un tout petit peu d'histoire sur la façon dont on obtient les roses. Hein. Actuellement, pour votre information, il y a à peu près dans le marché mondial 4000 roses dites roses modernes. Ces roses modernes, elles ont été obtenues par croisement. Et vous avez les roses ici qui sont préparées, on en prend le pollen, on les pollinise, on verra tout à l'heure, on les recouvre ici pour que les abeilles ne viennent pas nous embêter, pour mélanger, on obtient un fruit, hein, le cratégus, hein, le cynorhodon, j'ai un blanc, le cynorhodon, et donc le cynorhodon vous donne des graines, entre 3, 4, 5 graines par cynorhodon, et c'est ça qui va vous donner les éventuelles petites fleurs derrière. Voilà une rose qui est préparée pour être pollinisée. Ça se fait encore à la main. Il y a à peu près une cinquantaine d'obtenteurs de roses dans le monde. Parmi les noms connus, celui qui est français, qui est l'un des 3 plus grands au monde, c'est la maison Meilland, M-E-I-2-L-A-N-D, qui est un obtenteur de roses bien connu. Vous avez Delbar aussi en France, vous avez Cordes en Allemagne, vous avez Kaisei au Japon, etc. Donc, on prépare la rose. Quand elle est pollinisée, on met un petit sachet par-dessus parce que les abeilles, elles ne savent pas que ça a été pollinisé. Alors, si elles reviennent avec du pollen du côté sur les pattes, elles vont modifier votre pollinisation. Donc, on les protège. Puis ensuite, les petites graines dont je vous ai parlé, les 4-5 graines qu'on a, eh bien, on les sème. Alors, il faut savoir qu'un grand obtenteur, un Meilland, un Cordes, eh bien, ils font en moyenne, entre 30 et 50 000 semis par année. Donc, entre 30 et 50 000 graines qui ont été déposées comme ça. Là, vous voyez le départ. Puis ensuite, ça, c'est les premières fleurs qui apparaissent, toutes petites. Là, on ne voit pas trop la dimension parce que c'est une photo, mais c'est toutes petites fleurs. C'est les premières. Puis ensuite, il y a la sélection. Alors, de 25 000 pour partir simple, la première année. La deuxième année, ils vont en garder peut-être 2 000. Donc, ils en ont jeté 23 000. Est-ce que dans les 23 000 qui ont été jetés, on a jeté potentiellement une rose d'or d'un concours plus tard? Ça, c'est toute l'expérience de l'obtenteur. Et l'expérience de l'obtenteur, c'est ses yeux et sa mémoire. Rien d'autre. Il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas de truc comme ça ne marche pas dans ce métier-là. Donc c'est vraiment le métier d'obtenteur, c'est quelque chose de très très particulier. D'obtenteur et d'obtentrice. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui ont cette... Mesdames, vous avez ce sens de l'observation que nous les mecs on n'a pas, et qui font que vous arrivez mieux quelquefois à savoir ce que la rose va donner. C'est ça qu'il faut imaginer. Qu'est-ce que la rose va donner? Ça prend entre 3 et 5 ans.
Puis au bout de 5 ans, on a une variété qui peut être intéressante. Là, vous avez un autre domaine, c'est que maintenant on cultive aussi en pot, ça va plus vite, on peut multiplier plus facilement. Et à un moment donné, au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, cette rose, elle va dans un concours international de roses. Madame Léonelli en a parlé. Il y avait le concours des roses de Genève. Et là, il y a des jurés. Raymond Tripot est le président du jury permanent du nouveau concours qui remplace celui de Genève et qui est à Nyon et qui aura sa première édition le 20 juin prochain. On en est très fiers. On peut en parler après si vous voulez. Et donc là, il y a un jury international qui rejoint le jury permanent. Il y a des notes qui sont données sur un barème qui est établi par la Fédération mondiale des sociétés de roses. Et puis les roses qui sont primées, elles ont tant de points, 60 points, 65 points, 70 points, etc. Et puis, si ces roses sont primées, le plus souvent, elles sont commercialisées. Et vous les retrouvez sur les catalogues de roses, sur Internet ou bien les catalogues papier. Ça, c'est un petit peu la façon dont on procède pour obtenir une nouvelle rose. C'est comme ça que la rose professeur Adufour, c'est celle-là, c'est comme ça qu'elle a été obtenue. Donc par un croisement, par une sélection, par une culture pendant quelques années, puis ensuite, bon, j'ai appris, ça je ne le savais pas, qu'elle a obtenu un prix à Monza. Monza était un beau concours, qui est malheureusement supprimé aussi. C'est un concours privé, et puis la maison qui finançait, c'est quand même assez cher, mais ils ont dû arrêter. Il y a le concours des roses de Rome, qui existe toujours, et puis elle a reçu ce prix au concours international de roses nouvelles de Genève, il y a quelques années, il y en arrive. Je vous ai parlé de la recherche. Alors ça, hein, l'Official Registry and Checklist, c'est ça, c'est ce gros bouquin, extrêmement précieux. Et puis, vous avez le bouquin de Sangarosan, qui nous a permis d'obtenir cette rose. À partir de là, si on refait l'histoire un petit peu, ça a d'ailleurs été, je suis content de raconter faux par rapport à ce qu'a dit Mme Léonelli, hein, donc c'est un docteur Casanica, introduction en 1970, elle a parlé de 1961, ça c'est là où ils ont fait le croisement, mais en 1970 c'est là où la rose a reçu le nom professeur Adufour, type de rose, rose à forme multiple, elle a parlé de Polyantha, en fait c'est Floribunda, mais ça revient au même. Et puis, elle a parlé du croisement entre le pollen de paprika avec le pollen de coup de foudre qui a été mélangé. Et avec ça, on a donc déposé ça sur le pistil d'une rose dans laquelle on avait enlevé toutes les étamines. Et puis c'est de là qu'est devenu le fruit. Alors, contact avec le docteur Casanica, pas terrible, malheureusement. Contact avec la roseraie Sangarosan, commande des rameaux greffons et greffage par Alan Chance, qui n'est rien d'autre qu'un de nos anciens élèves, qui est rosiériste dans la région en dessus de Morges. Et juste pour vous montrer quand même, à Sangarosan, ça c'est le jardin. C'est le jardin de Sangarosan qui est encore une fois un jardin de collection. Ce n'est pas un grand parc de roses, c'est un jardin de collection. Et c'est là qu'on trouve un nombre très important de variétés, dont beaucoup de variétés qui ont quasiment disparu. Voilà, deux vues de machin. Et puis on va chez Chance. Et là, ça, c'est les toutes jeunes greffes qu'on a reçues. Alors je vous passe les détails, mais c'est ce qu'on appelle une greffe à chaud. Sur un porte-greffe, on a prélevé un œil et on l'a greffé. Ça, c'est les premières greffes qui ont repris. Il y en a 12 et avec beaucoup de chance, les 12 ont repris. Donc, c'est vraiment beaucoup de chance. Voilà les pots alignés. Voilà la première fleur qui ne vaut pas grand-chose, mais c'est la toute première. Alors là, je ne voudrais pas vous décevoir, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de parfum sur la rose, professeur Adufour. J'en suis même convaincu. Bon, mais c'est pas grave. On peut remplacer par autre chose. Hein. Mais là, il faut savoir que les roses... Il y a Givaudan, par exemple, oui, entre autres. Et Givaudan, bien sûr. Il faut savoir que l'obtenteur de roses, pendant très longtemps, quand il a cherché à avoir des caractéristiques pour une nouvelle rose,
il a surtout travaillé la vigueur de la plante, la forme de la fleur, le renouveau de la fleur pendant la saison, la résistance naturelle aux ravageurs et aux maladies, puis s'il y avait un petit peu de chance du parfum, mais ce n'était pas le premier. Maintenant, je pense avec les nouvelles tendances, il y a des roses très parfumées. Elle a parlé de Papaméon, qui est une rose, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit, parce qu'elle est encore très très parfumée, il faut juste la cultiver comme il faut. C'est une rose classique, Papaméon c'est 1950 à peu près. Mais maintenant, il y a des roses qui sont extrêmement parfumées, qui sont dans le commerce avec des roses très modernes. Donc. Et voilà, là on est sur la rose, comme je vous ai déjà montré tout à l'heure, et cette rose, on aurait pu la planter, tout était prêt. Hein? Je ne vais pas remuer des souvenirs douloureux, mais quand même, il faut savoir la chose. Donc, pour des raisons politiques, on va dire les choses comme elles sont, hein? Et puis je n'ai pas l'habitude de parler la langue de bois, pour des raisons politiques, il a été décidé que pour l'instant, il n'y avait plus de roses à Genève sur le territoire de la ville. D'ailleurs, je vous mets à défi de retrouver un endroit sur le territoire de la ville de Genève pour trouver des roses. Il y en a plus. Je ne suis pas en train de critiquer, mais je vous fais un état des lieux. Il y avait, à un moment donné, quand il y avait la belle roseraie du parc de la Grange, et j'ai eu le privilège d'être l'organisateur du concours de la rose depuis 1967. Donc j'ai commencé, j'avais 22 ans. Hein. J'ai fait jusqu'à l'édition, jusqu'en 49e concours, j'ai moi organisé 49e concours, j'ai moi pu organiser le 50e. Bon, c'est comme ça. Il y avait, quand on disait à un Genevois, qu'est-ce qu'il y a à photographier à Genève? Dans des ordres, il disait le jet d'eau, l'horloge fleurie et la roseraie. Bon, mais il reste le jet d'eau, heureusement. Il reste encore l'horloge fleurie où on pourrait se poser des questions sur la façon dont ils font les chiffres maintenant, mais bon, ça c'est peut-être une question de goût, et puis c'est pas mon goût. La roseraie, elle n'existe plus. La roseraie, il n'y a plus rien, quasiment plus rien si vous allez au parc de la Grange. Et si vous vous rappelez, depuis le parc des Bastions jusqu'à la Nautique, tout était planté en rose. Il n'y en a plus une. À Châtelaine, nous, on a trimé, hein, Raymond, dans la roseraie de l'école d'horticulture de Châtelaine, qui est restée une fois que l'école a déménagé à Lullier, la roseraie est restée là, il n'y a plus de rosier, c'est terminé. C'est encore la ville de Genève, hein, c'est juste pas à Vernier. Donc, voilà, pour vous dire que malheureusement, il n'y a pas. Mais alors, pour nous, on a été directement touchés, dans la mesure où il était prévu de planter les roses juste sur la plate-bande qui est de l'autre côté du mur, là. On s'est déplacés ensemble, on a décidé comment il fallait faire, comment il fallait changer la terre, quand il fallait planter. Je me suis mis d'accord avec M. Chance pour qu'on ait les rosiers et tout. Et puis, ben, vous pouvez finir l'histoire mieux que moi, mais on nous a dit non, hein, à la fin. Enfin, on nous a dit oui, peut-être, mais la rose, elle va finir par crever, parce qu'on ne va pas la soigner. En gros, c'était ça. On peut en penser ce qu'on veut. Moi, très franchement, je suis pas très content, mais c'est comme ça. J'ai essayé d'expliquer ce que c'est la vérité, et encore, je veux être clair jusqu'au bout. J'ai demandé à être reçu par M. Guillaume Barazon, le conseiller administratif délégué aux espaces verts, qui a eu la gentillesse de me recevoir, qui a eu la gentillesse de m'offrir un petit café, mais qui n'a pas été du tout sensible aux arguments que je lui ai donnés. Et il m'a dit, c'est comme ça, la rose n'est plus à la mode, et puis de toute façon... La culture non plus, par contre. Oui, et puis de toute façon, c'est des roses qu'il faut traiter, donc nous, on ne veut plus de roses traitées. Je peux comprendre, je peux adhérer totalement sur le fait qu'il faut, si possible, arrêter complètement les traitements antiparasitaires, si possible. Pour certaines cultures vivrières, ce n'est pas encore possible, malheureusement. Mais ce que je suis sûr, et le président de la Société romande des Amis des Roses peut me corriger si je dis des bêtises, mais actuellement, je vous sors une centaine de variétés modernes qui ne nécessitent aucun traitement. J'en veux pour preuve qu'on a actuellement, sur le concours international de roses nouvelles de Nyon, hein, à 25 km, voilà, la première édition le 20 juin prochain, nous avons 88 nouvelles variétés en culture, nouvelles, donc pas encore au commerce, pas encore de nom. Sur les 88 qui sont en culture depuis l'an dernier, où on a fait 0 traitement, parce que c'est dans le règlement du concours qu'on a voulu, et que la ville de Nyon a voulu aussi, eh bien, il y a 4 variétés qui ont lâché. 4. Les autres, elles sont parfaitement saines.
Donc on peut mettre des roses partout, il faut simplement vouloir les mettre. Voilà. Donc j'ai été un tout petit peu long, mais les roses sont là, les rosiers sont là, il y en a 12. L'idée, c'est d'utiliser ces 12 rosiers comme pied-mère pour avoir des rameaux greffons, pour continuer à les multiplier. Ça, le rosieriste Chance est tout à fait d'accord de faire ce travail si on lui le demande. Et à partir de là, ça peut peut-être réconforter Madame Leonelli. La rose, elle est toujours là. La rose, on peut toujours l'avoir en culture. Et puis, si on a pu faire en sorte que cette rose rejoigne la Maison du Four ou Bourdigny, les Dufour de Bourdigny ou encore ailleurs, peu importe, cette rose est là. Et si ça peut rendre service, vous me voyez le premier content. Merci. Moi j'ai une question. Oui, madame. Au début de votre magnifique exposé, vous parliez des 25 000 roses dont on en gardait 2000 et les autres étaient jetées. Mais carrément jetées ou au compost ou bien sûr. au compost. Ah oui, quand même recyclé. Ah oui, non, oui, d'accord. Aucun souci. Vous savez, les cultivateurs, d'une manière générale, et on a la chance d'avoir un maraîcher ancien élève de Lullier ici, ils savent ce que c'est que d'utiliser la matière, de la composter, de la retourner, etc. Non, non. C'est jeter pour dire on ne travaille pas avec ces roses. Parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas la place, ils n'ont pas le monde. Mais bien sûr que tout est recyclé, retourné. Oui. Permettez-moi d'évoquer une autre rose, la rose Piaget, Oui. qui a gagné, je crois, le concours à Genève. En 1982. Voilà, et qui est fragile, qui est magnifique et qui a un magnifique parfum. C'est une des roses les plus parfumées actuellement. Voilà. Alors j'ai eu la chance de découvrir cette rose chez une fleuriste à Zurich, Oui. qui avait racheté une ancienne pharmacie, qui avait gardé le mobilier Oui. et qui dans les tiroirs, Oui. présentait ses roses. Oui. Et puis je me demandais, Piaget, je me suis posé la question, était-ce un hommage au grand pédagogue ou un hommage à l'horloger? Alors, je vais vous raconter l'histoire. On a encore le temps? On a encore le temps? L'histoire de la rose Yves Piaget, parce qu'elle est jolie. Alors, d'abord, c'est pas le pédagogue, c'est le bijoutier. C'est l'horloger. Il faut savoir que M. Yves Piaget a été le mécène du concours international de roses nouvelles de Genève pendant 50 ans. Et je peux vous dire que si moi j'étais déçu de la disparition du concours, je ne vous dis pas dans quel état il était lui. Hein, vraiment tellement déçu. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Quand le concours des roses de Genève a disparu, Monsieur Piaget, c'est ni un secret ni un scoop, il est établi à Monaco maintenant. Hein, et il est très très proche du prince. Il me dit, il téléphone, et il me dit, Gérald, il vous faut monter un concours des roses à Monaco. Et on a monté un concours des roses à Monaco. C'est une fois tous les 2 ans, et la prochaine édition, c'est le 8 mai prochain. Donc, pour vous dire. Et Yves Piaget, il a donné, à titre personnel, c'est pas la manufacture Piaget, à titre personnel, et je peux bien vous le certifier parce que j'ai été son bras direct, hein, son bras droit direct pour ça, il a financé à hauteur de bien des milliers de francs le concours de Genève. Et à Genève, c'est lui qui a instauré aussi la rose d'or, c'est-à-dire la variété qui a le plus de points dans n'importe quelle catégorie, que ce soit un polyantha, un hybride de thé, un rosier grimpant, un rosier de parc, celle qui a le plus de points, elle reçoit la rose d'or, qui était un magnifique bijou, alors lui offert par la manufacture. Et moi j'avais pour habitude, comme responsable du concours, tu te rappelles Raymond, l'obtenteur qui reçoit la rose d'or, on lui demande d'aller au micro. Et puis, ces gens-là, c'est des fantastiques artistes pour créer des roses, mais c'est peut-être pas les meilleurs orateurs. Donc, l'émotion de recevoir la rose d'or, etc., puis de dire encore, de baboler devant le micro, c'était pas sympa. Donc, moi, j'avais pris l'habitude, quand je savais les résultats, que j'avais le retour des membres du jury international, je voyais, ah, c'est Tartampion qui a la rose d'or, j'allais discrètement lui glisser, vous savez, ou tu sais, c'est toi qui as la rose d'or. Ah ouais, c'est bon, l'émotion, hein, mais ça, pendant l'apéritif. Et alors, j'y vais vers Alain Meillon, qui était le père de cette rose, et je lui dis ça, 1982. Il me dit, c'est quel numéro?
Alors je regarde, je dis n'importe quoi, c'est le numéro 28. Ok, on monte vite à la roseraie, c'était dans la parc Lagrange, et le déjeuner était au restaurant du parc Zoï. Donc on va vite là-bas, on regarde, on dit ouais, ok. T'as un téléphone, 82, il n'y a pas de portable. Hein. Alors je dis, ouais, enfin on va demander au bistroquet, monsieur Perret, hein, au restaurant du parc Zoï. Et je lui dis, écoutez monsieur Perret, est-ce que éventuellement vous auriez un téléphone? Il dit, oui, allez dans mon bureau, regardez avec ma secrétaire. Alain Meillon part faire son téléphone, il revient, il me dit, je me suis documenté à la maison, donc il a téléphoné à Antibes, hein, là où il a ses bureaux, à l'époque il y avait ses bureaux, il me dit, la rose, elle n'est pas encore prévue pour avoir un nom. Qu'est-ce qu'on pense si on donnait le nom Yves Piaget? Je dis, écoute, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à M. Piaget. C'est un mécène depuis des années pour nous, c'est un bel hommage. Ok. Alors bon, le palmarès se déroule, c'était mon rôle aussi d'annoncer les roses médaillées, et j'arrive au moment de la rose qui allait s'appeler Yves Piaget. Et là, comme c'était la maison Piaget qui donnait la rose, le prix, je dis à M. Piaget, si vous avez la gentillesse d'annoncer le numéro gagnant. Alors il dit, c'est le numéro X. Bon. Et l'obtenteur vient, Alain Meillon arrive, puis il dit, bah, écoutez, c'est un honneur pour moi d'avoir la rose d'or, blablabla. Ben, cette rose, elle n'avait pas de nom jusqu'à maintenant. Et bien depuis maintenant, elle s'appelle Yves Piaget. Et j'ai vu M. Piaget d'émotion. Voilà comment est née la rose Yves Piaget. Je vous remercie. Et pour les personnes qui souhaitent faire l'acquisition de cette rose, à Genève, vous la trouvez chez Florio. Ou chez Calice. Chez Calice, à la rue, en bas de la rue Verlaine à droite, c'est la rue du Vieux Collège. Il y a deux magasins, il y a Florio, excellent, qui est tenu par un ancien élève de Lullier d'ailleurs, une maison Millot, et puis Calice, qui est Pierre Munier, qui est un très très bon fleuriste aussi. C'est les deux, vous avez raison, qui mettent à disposition, pas tout le temps, hein. C'est plutôt pendant les périodes entre mai et octobre. C'est une rose de jardin à l'époque, à la base, c'est pas une rose de fleurs coupées. Mais c'est une rose qui a un parfum incroyable. Une rose Yves Piaget dans un bouquet, ça vous parfume. Hein. Exactement. Il y avait une autre question? Une autre question? Merci. Je voulais juste demander quelque chose avec ces nouvelles sortes de roses qui n'ont pas besoin de traitement. Est-ce qu'en mettant au point le protocole et puis en disant ben, on va se conformer comme on a fait pour ces... Ça permettrait de leur ouvrir un peu les yeux parce que je me dis toujours... ne peut rien faire du tout comment on appelle ça, de traitement, ouais, voilà, de roseraie puis de traitement. Puis moi je l'ai vu personnellement, je vous dis franchement, j'avais plus le temps de m'en occuper, puis j'ai vu que les roses se sont débrouillées, elles ont cherché, etc. Après c'est à moi de sélectionner, mais pour dire, j'étais même étonné d'avoir les gens, on pensait que tout allait crever, puis finalement il y a même des belles choses qui sont venues, je n'aurais pas pensé, en m'en occupant pas directement, après il a fallu... Alors dans ce style-là, je me dis en remettant un protocole pour leur convaincre d'accepter. Mais écoutez, je pense qu'il y a, comme je vous l'ai dit, hein, il y a entre 80 et 100 variétés de roses très belles dans les différentes catégories qu'on peut planter où on sait qu'il y a zéro traitement. Il faut leur donner à manger, hein, quand même. Voilà, c'est quand même un minimum. Hein. Vous savez, pour qu'une rose pousse, il faut un bon terrain, une bonne plante, leur donner à manger et du soleil. Parce qu'on oublie juste que le rosier pousse au soleil. Puis, quand il y a du soleil, il faut peut-être arroser un peu, hein, quand même, parce que c'est mieux. Et puis le rosier, il aime bien quand il a l'arrosage au pied. Parce que si on mouille le feuillage, on ouvre la porte aux maladies. Mais à partir de là, c'est une décision politique. Alors, moi, j'ai plus l'âge pour aller me battre avec les politiciens. C'est dommage. Mais la ville d'Oignon, elle est enchantée hein, d'avoir le concours de roses. Et puis la municipale, comme on dit dans le canton de Vaud, donc la conseillère administrative, ça sera ici, a dit on est très content d'avoir la roseraie qui était à Genève, et je rappellerai juste qu'Oignon a été connu par les Romains avant Genève. Alors, je vais continuer avec cette saga parce que, comme on a dit, on
on était tout contents quand on a vu arriver ces premiers plants, enfin ces pots-là, et on s'est dit, ben voilà, génial, on va le planter. Alors on avait eu en amont des grandes discussions avec l'historienne des parcs, parce qu'on ne parle pas avec n'importe qui, c'est un historien des parcs, ici à la Maison du Four, qui avait dit, oui, enfin bon, machin, on va planter, parce qu'elle était en train de revoir les plantations dans le jardin, et puis elle a dit, on va mettre une fleur, une rose ou des fleurs. Je dis, non, attendez, alors, vous mettez, bon, nous, on a trouvé une fleur, une rose, qui a un lien historique avec Dufour, qui permettrait de parler de la lignée des Dufour de Bourdini, et donc on tient à mettre ça ici. Alors, on avait obtenu une autorisation officielle du service des espaces verts de la ville de planter la rose et que le SEV serait d'accord de s'en occuper. D'où la réunion qu'on a eue au mois d'octobre l'année passée, où on devait préparer le terrain avec M. Mélan et quelqu'un d'adorable, qui est la personne qui nous fait tout le parc l'été, qui nous fait ce parc aussi joli, et qui est vraiment adorable parce qu'il nous tond la pelouse en fonction des événements. Il est vraiment adorable, mais qui a dû quand même demander à ses chefs s'ils pouvaient planter et comment planter. Et on reçoit un niet sec et sonnant en disant que, ben non, vous ne planterez pas cette pelouse. Alors, je dis, oui, mais attendez, on a quand même une confirmation officielle de la ville, donc oui, alors montrez-moi ça, parce que nous, on n'a pas ça, donc eux, ils n'ont pas les dossiers quand il faut. Voilà. Et puis on dit, ben voilà, c'est cette dame. Ah ouais, mais elle est en congé maternité, donc vous attendez qu'elle revienne. Alors, les congés maternité à la ville de Genève, c'est déjà avant d'être enceinte, et puis il y a toute la maturité, et puis jusqu'au 15e anniversaire du petit, on n'est pas revenu travailler, quoi. Donc ça fait un certain temps que cette brave dame n'est toujours pas revenue au travail. Donc je ne sais pas combien elle en a eu à la foulée qui sont sortis, peut-être qu'il y a eu un décalage horaire sur les prochains. Et voilà, on s'est dit, ben voilà, on a donné le message comme quoi elle avait confirmé. Et puis la personne avec qui je m'entends d'ailleurs, c'est un Valaisan, avec qui je m'entendais relativement bien jusque-là, m'avait dit non, non, mais nous, alors zéro phyto, tu vas te faire voir avec tes flancs, tes roses là, c'est une rose fragile et donc elle ne va pas s'en sortir sans phyto, et nous, zéro phyto. Alors du coup je dis, bon bah écoute, moi je ne suis pas d'accord parce que vous avez confirmé, donc il m'a dit, bon on va t'écrire. Alors évidemment quand on écrit, alors on a attendu plusieurs semaines et on n'a pas eu de courrier, donc comme je voulais la planter pour ce soir et que quand j'ai quelque chose un peu dans la tête, en général je poursuis relativement les gens, et donc le gars me dit, ah ouais c'est pas normal, mon chef aurait dû t'écrire en fait que non, tu ne planteras pas ta rose, tu vas te faire voir avec ta rose parce que zéro phyto. Alors du coup, comme le chef c'est le numéro 2 du service des espaces verts, je me suis dit, ben, comme lui, je sais déjà la réponse, je vais appeler le numéro 1. Alors le numéro 1 des espaces verts, et ça c'était il y a 10 jours, 2 semaines, a été très sensible au fait, ça fait 3 ans qu'on bosse dessus, qu'on a quand même amené 4 personnes qui ont mis du boulot là-dessus, qu'on était à bout touchant et qu'on a l'autorisation des espaces verts. Et là, il me dit, oui, il faudrait quand même savoir raison garder. Pour 12 plants, on ne va pas non plus en faire un fromage. Alors ça, c'était avant qu'il se fasse ramasser par ces gars en dessous, qui ont dit, mais une espèce de débile, zéro phyto, quoi. Alors du coup, alors, il ne savait plus comment me dire que tu plantes, mais en fait, tu plantes pas, quoi. Alors, la réponse, c'était en gros... alors le service des espaces verts, comme il s'est engagé, va s'en occuper, mais enfin on ne garantit rien parce que comme c'est une rose fragile, il y a peu de chances qu'elle s'en sorte. Et alors du coup je leur ai fait une confirmation en disant que j'avais bien compris le message, qu'ils n'allaient pas faire beaucoup d'efforts pour la maintenir en forme, et qu'à ce niveau-là on devait se poser la question qu'on va ouvrir maintenant, qui était de savoir, voilà comme ça aurait dû avoir ce soir, donc les 12 plants. Alors, pas vraiment, parce que comme je ne connais rien en rose, je pensais que ça serait en fleurs, mais ce n'est pas la période. Donc l'idée, c'était d'avoir entre les 2 fenêtres pour les premiers rosiers, les 12 qu'on avait, et puis après, bah, d'avoir toute la plate-bande devant, bien rouge comme ça, qu'on va essayer de faire pendant l'été.
Donc la question maintenant, c'est quid du futur de cette rose? Et là, je vais demander à tous nos spécialistes qui viennent devant, on va essayer de mettre des micros, pour dire comment on peut faire, parce que l'idée, nous, à la Maison du Four, alors les Dufour de Bourdigny, on comprend bien qu'on pourrait avoir une renaissance du côté de Bourdigny, je suppose, ou ailleurs. Au niveau du concours de la rose, peut-être de la remettre, je ne sais pas si on peut. De savoir qu'elle est là, c'est bien, mais il faut encore qu'on sache où et comment on le fait et chez qui on met, qu'on la fasse fructifier, enfin développer, qu'on sache où on en a, et puis que nous, à la Maison du Four, quand on a des manifestations, on puisse avoir cette photo comme ça, avec des plans, mais qui sont juste pour la manifestation, puis qui repartent chez eux après. Alors je ne sais pas si c'est possible ou si c'est pas possible. Alors je vais peut-être demander à nos spécialistes, et je remercie d'ailleurs tout le monde qui a travaillé sur cette saga, parce que vraiment c'est une saga. Marc, un truc que je ne comprends pas très bien, parce qu'en fait, bon, ce qu'ils nous ont dit grosso modo, c'est si vous plantez ces trucs, nous on s'en occupe pas. Ben, non, ils s'en occupent. Non mais très bien, non mais qu'ils les oublient, c'est très simple. On les plante ici, et puis on passe un contrat annuel avec un horticulteur pour qu'il vienne les entretenir. Puis c'est terminé. On va pas s'embêter à trimballer des pots et des trucs comme ça chaque fois qu'on fait une manifestation. Alors, évidemment, tu me connais, j'ai quand même fait une proposition en disant, écoutez, mais le sève, c'est les espaces verts. Ici, c'est la maison. Donc la maison, c'est du privé. C'est comme si je mettais un vase de fleurs à l'intérieur de la maison. Donc on va s'en occuper nous-mêmes, puisque... Oui, mais zéro phyto. Non, mais ça tire en boucle, quoi, je veux dire. C'est vraiment un truc. Zéro phyto. Si eux s'en occupent pas, c'est zéro phyto pour eux, donc c'est réglé. Ils ne te laissent pas, parce que moi je dis, zéro phyto, zéro phyto, vous faites comme vous voulez, vous êtes les espaces verts, à vous à trouver des remplacements. Nous, on vous confie une rose, faites au moins l'effort de maintenir la rose. Parce qu'on ne va pas sacrifier avec tout le travail qu'on a fait, le peu de roses qu'on a, et les voir mourir. Donc voilà, moi ce que je voulais, c'est qu'il y ait un message en disant, écoutez, vous vous occupez pas parce que c'est de la cuisine interne, on va s'en occuper et on vous assure qu'on va leur donner un bon soin. Mais c'est pas du tout le message. Le message, tu dis, tu dégages avec ta rose, tu viens pas couper l'azote par ici. Oui, mais on le fait quand même. Non, alors on ne va pas les arracher. Alors justement, parce que il y avait l'idée aussi de se dire, tiens, et pourquoi on ne parlerait pas de la planter au jardin botanique, par exemple. Alors tout de suite, le monsieur d'en haut m'a envoyé dans un mail en me disant... oui, et puis essayez pas d'aller dans les autres trucs de la ville, parce que la politique, c'est la même. Zéro phyto. Voilà, donc on en est resté là. Donc il y a un moment où on a compris le message que zéro phyto veut dire dégage avec ta rose. Et puisqu'on ne peut pas le faire par la ville, on va le faire privé. Et nous, ce qui nous intéresse historiquement, c'est d'avoir ce rappel de la lignée des Dufour de Bourdigny. Pour nous, les salons du four, c'est ça qui nous intéressait dans ce Une petite question. Le jardin, le terrain, ça appartient à la ville de Genève? Oui. La maison. Oui, mais il faut savoir qu'il y a Ville de Genève et Ville de Genève. Parce qu'il y a Ville de Genève qui s'occupe de la maison, puis encore dans la maison, il y a celui qui s'occupe de l'électricité, celui qui s'occupe du truc. Dans le parc, il y a celui qui s'occupe des herbes qui poussent comme ça, celles qui poussent comme ça, les arbres, les broussailles, les machins, les arbres qui doivent détruire, pour un autre qui vient voir s'il est malade. Mais la suggestion de M. Barras qu'on les plante sur le terrain de la ville, mais que c'est un horticulteur privé, que la fondation... Zéro phyto. Oui, d'accord, tu dis, on choisit un horticulteur zéro phyto. C'est un parc des espaces verts, ils ne vont pas tolérer que quelqu'un d'autre vienne. C'est à eux, c'est leur parc. C'est la difficulté qu'on a dans cette maison. C'est une maison qui avait été, c'était une maison délabrée qu'on voulait détruire. Donc on va dire, on va donner aux associations militaires, comme ça, ils vont la détruire eux-mêmes. Oui, parce que ça a été ça. Donc dans les années 65, on a exproprié les Martins, qui étaient les gens qui habitaient ici, pour faire un plan de quartier. Il y a le quartier qui s'est un peu rebellé, donc on n'a pas pu détruire.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On donne au centre social protestant, qui le confie aux réfugiés espagnols, puis on vient 20 ans après, puis on dit « Oh là là, cette maison, dans quel état elle est? Il faut qu'on la batte !» Alors de nouveau, branle-bas de combat du quartier, et du coup on a dit « Écoutez, ça suffit avec ces conneries, on va créer une fondation. » Mais la fondation, il ne faut pas se leurrer, donc je préside la fondation pour la conservation de la maison générale Guillaume-Henri Dufour. Mais s'il n'y a plus de maison, il n'y a plus de fondation, par définition, parce qu'il n'y a plus rien à conserver. Donc on avait, et c'était un peu les travaux que vous avez vu passer, jusqu'à il y a un mois en arrière, on avait encore des vieux câbles en cuivre enrobés de coton, et ça aurait été bien pour la ville que la maison brûle pendant qu'on l'avait donnée aux associations gentiment, puis ces espèces de gens qui n'ont aucun soin ont réussi à nous brûler la maison. Et puis là, après, on peut faire des beaux immeubles pour recevoir plein de monde. Donc voilà, on en est là, et c'est vrai que cette maison, pour la ville de Genève, qui en plus n'est pas forcément d'une obédience très militaire, on peut le dire, d'avoir la maison d'un général en plein écran au centre-ville, c'est pas forcément ce qui leur plaît le mieux. Donc si on pouvait en faire un autre usage, ça serait bien. Excusez-moi, juste une question. Et pourquoi pas l'association ne fera pas une pétition avec les signatures pour la ville de Genève, pour donner beaucoup de signatures, les gens qui sont pour garder les roses, et puis qu'on le présente au conseil municipal avec tous les gens qui ont signé à faveur de cette idée. Ça peut marcher, ça peut donner, je ne sais pas moi, Vous êtes militante, madame? référence. Comme vous voulez, vous pouvez y aller. Moi, je ne vais pas. Moi, je suis comme M. Mélange, j'ai donné, je veux dire, à la 152e fois du zéro phyto, on a relativement compris ça. Même si on est sourd et malentendu. On ne sait jamais. Voilà, donc on en est là, et puis en tout cas, mille merci, Monsieur Mélan, Marie-Anouche et Olivier et Carmen Leonelli pour ce travail, parce que quand même, ça a été des heures et des heures et des heures de recherche, et on a en plus un outil, donc c'était magnifique. Oui. J'ai écouté attentivement toutes les remarques qui ont été faites. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que par chance, on a cette rose. Elle est là. Elle n'est pas perdue. Parce qu'à Saint-Guérosen, elle pourrait disparaître une fois, hein, pour des raisons X. Là, elle est là. Donc, il faut absolument trouver un endroit pour la planter. C'est avec vous qu'on a parlé éventuellement. Hein. C'est une rose de jardin. C'est pas une rose, c'est une vieille rose, permettez-moi de le dire comme ça. Donc, c'est pas une rose qui a la végétation des roses actuelles. Hein. Donc, elle va pousser, c'est sûr, elle va fleurir, c'est sûr, mais elle va pas être monstrueuse, malheureusement. Mais elle a un nom, un beau nom. Donc, il faut la planter, il faut la multiplier, profiter avec ces 12 plantes-là, d'assurer la descendance, si je peux me permettre ainsi. Et puis après, peut-être qu'il y aura plus tard... il y a des élections, peut-être qu'il y aura un nouveau magistrat, peut-être qu'on peut rentrer en discussion, tout est ouvert, tout n'est pas fermé, je vais te dire ça comme ça, tout n'est pas fermé. Il y a des élections là, dimanche, hein. Moi je ne vote pas envie de Genève, tant mieux pour eux, mais voilà quoi. Je crois que l'essentiel c'est qu'on a la plante, on a les plantes, et il faut les garder. Et c'est vrai que, et là je parle sous le contrôle de Raymond, qui était le patron du jardin botanique, c'est pas possible de passer d'un service de la ville à un autre service de la ville. Et puis la loi, elle est claire. Et là, contre, de faire une pétition, c'est certainement une très bonne idée, mais le résultat sera pas bon. Parce que si vous allez devant le peuple, d'abord ça n'ira jamais devant le peuple parce qu'on n'aura pas assez de signatures, parce que les gens ils s'en foutent. Hein. Personne n'a réagi pour la roseraie qui a disparu. Ils vont la refaire, non? Ils vont la refaire. Oui, ils vont la refaire. Et ça fait longtemps qu'ils disent, hein. Ça fait 5 ans qu'ils disent qu'ils vont la refaire. C'est toujours en travaux. Hein. Enfin, bon. Encore une fois, lutter pour avoir des produits antiparasitaires par les temps qui courent, allez demander à la petite Greta de Suède, elle va vous dire non. Hein. Donc ça c'est clair. Par contre, encore une fois, on a la plante. Et les plantes, elles sont en bonne santé, ça je peux vous le dire. Bon, elles ont ce qu'il faut, elles sont traitées comme il faut. Parce que c'est une variété qui est malheureusement, comme ça était à l'époque, sensible à 2 maladies principales qui sont la maladie des taches noires, Marcellina en latin, et l'oïdium. Ça me rappelle 2 trucs. Il y a des produits bio qu'on peut utiliser aussi. Oui, mais alors... L'oïdium, oui, mais pas le black spot, pas les taches noires.
Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on ne pourrait pas le proposer à d'autres communes? Moi, je suis de Lancy. Je peux poser la question publique au conseil municipal. Pourquoi on ne planterait pas cette rose? Et finalement, faire... Alors, peut-être Satigny avant Lancy. Oui, oui, bien sûr, Satigny, évidemment. Alors, Satigny, bon, ils sont aussi en élection, comme toutes les communes d'ailleurs, mais il y a une des personnes qui se représente, si elle est élue... Oui, Madame le maire. Couronne comme ça autour de la ville de Genève. L'école de Lullier, il y a encore une roseraie aussi, l'école. C'est la ville? Non, ça c'est l'État. Oui, ça c'est l'État. Alors, éventuellement, à Lullier. Après, je ne sais pas s'ils la maintiendront bien. Une bonne question. Une bonne réflexion. Je demande peut-être aux spécialistes là, de venir là. On fait un petit mini-débat pour qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, mais comme ça, venez avec nous aussi. Donc on a 3 micros. Il y en a là, il y en a là, il y en a un troisième. Vraiment bien. Venez. On donne ton avis. Comme président instrument des Amis des Roses. Voilà. On a assez de micros. C'est bon, c'est bon. Voilà, je vous laisse le débat à vous. L'idée c'est de savoir comment on peut, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder cette rose et puis qu'on puisse en avoir. La première étape, c'est sûr que la première étape, c'est de la multiplier. Je crois que c'est la première chose à faire, avant toute chose. Donc la multiplication, elle va se faire au printemps prochain. Hein. On va mai-juin, on va des rameaux greffons, et puis là, il faut greffer. Mais qui, quoi, où? Alors, qui, c'est toujours le même. Là, il faut aller chez le spécialiste, donc chez Chance. Bien sûr, ça coûte, hein, c'est pas gratuit. C'est de la greffe jusqu'au plan remis, c'est 25 francs le pot. Hein. Et c'est pas cher, je peux vous le dire, parce que c'est beaucoup de travail. Donc ça, est-ce que vous avez un budget? Est-ce qu'on peut multiplier? C'est la première chose à faire, à mon avis. Puis après, ces 12 plantes, ben, pour l'instant, comme on a besoin de rameaux greffons, où sont-elles le mieux? Ben, c'est chez le rosiériste, chez Chance, qui va les faire pousser. Vous m'interrompez si vous n'êtes pas d'accord. Hein. Il va les faire pousser. Quand les rameaux greffons seront bons à prendre, ben, il a la matière sous la main, il fait ses greffons et il continue. Puis ça, pour cette année 2020, respectivement jusqu'à 2021, on y va comme ça. Ça, c'est pour moi la première étape. Et pendant ce temps, eh ben, il y a la possibilité, vous avez le temps matériel pour trouver un autre endroit pour mettre ces roses, pour les conserver. Et là, j'en terminerai avec ce que je vais dire maintenant. De faire une décoration en pot, là, le long, c'est une bonne idée. Je ne suis pas sûr que la rose, ce type de rose-là, tienne dans un pot. Parce que c'est encore une autre culture. Et une autre, l'obtenteur de roses, quand il voudra, c'est la mode un peu maintenant, hein, des roses en pot, il la sélectionne pour aller en pot. Parce que le développement du système radiculaire n'est pas le même. Donc, ça peut marcher, mais personne n'a l'expérience, parce que ce n'était pas une rose qui était destinée au pot. Donc, il faut encore y tester. Et on peut demander à Chance qu'il en garde une partie en pot. Et lui, c'est le spécialiste, il saura les arroser, les traiter si nécessaire, pour que ça tienne. On verra. Et pour garder, il va nous demander quelque chose aussi. Bah écoutez, c'est normal. Hein, non, oui, bien sûr. Bien sûr, il va. Mais je peux vous dire qu'à 25 francs le pot, il nous fait déjà un prix très étudié. 25 francs le pot, ça c'est pour en multiplier. C'est pas pour maintenir ce qu'on a. Oui, mais maintenir, il a d'autres rosiers, donc on peut discuter avec lui. On peut discuter avec lui, Raymond le connaît bien, moi je le connais bien, c'est un ancien élève, si on lui explique un tout petit peu de quoi il s'agit, les portes ne seront pas fermées. Et si on ouvre une deuxième brèche, dans un autre endroit... Moi je pense que le mieux c'est d'abord de les multiplier, parce que 12 c'est pas énorme. Mais il faudrait les multiplier à combien alors? Parce qu'on est dans le concret là, puisque maintenant il faut... Vous m'avez dit qu'on arrive un peu en fin de saison. 50. Il faut 50 rosiers. Voilà. 50 rosiers, c'est un chiffre avec lequel on peut commencer à travailler. Parce que si on fait une plate-bande, par hypothèse, Satigny nous dit, ben d'accord, votre idée, elle nous plaît, Général Dufour, blabla, puis il nous ouvre une plate-bande, ben, il faut au moins planter 20 ou 30 rosiers pour que ça ait un tout petit peu d'allure.
Donc, ouais, il en reste plus que 20 après. Et donc là, on a déjà un budget de 10 1250. 1250. Et Alors j'ai une proposition. Est-ce qu'on pourrait imaginer de parrainer ce démarrage chez Chance en devenant chacun parrain d'un pot entre 25 et 50 francs par année? Ça soutiendrait le démarrage, le temps de trouver un hébergement dans une commune de la ceinture autour de Genève. Une espèce de crowdfunding. Moi j'ai rien à dire parce que je ne fais pas partie du concept de la maison du four, mais l'idée est sympa. L'idée est sympa. Si vous trouvez 50 personnes qui sont prêtes à mettre, ils ont 25 ou 30 ou 40 francs par année, et le budget il est trouvé. Parrain d'un pot, c'est quelque chose. Mais oui, il y a un côté symbolique. Oui. Et vu écoutez, moi qui fais partie de la fondation, je veux bien prendre en. c'est 50 francs là. Il faut que j'arrive à mes 10 000 balles. Je sais pas, il y a d'autres. Ouais, mais c'est une bonne idée le parrainage. C'est à la mode On aussi. pourrait déjà avoir quelques personnes. Ouais. C'est sympathique de parrainer une Ah, c'est marrant, ouais. Ça, c'est, en plus, c'est. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, oui. Mais là, je fais un pas comme ça, hein. Je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Peut-être, hein, que la Société romande des Amis des Roses, dont je suis membre d'honneur, pourrait peut-être faire un petit clin d'œil. Qu'est-ce qu'on pense vraiment? On peut tout envisager. Ben voilà, la réponse, vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est qu'historiquement, on en parle dans les écoles d'horticulture. Il faut contacter l'école d'horticulture, peut-être. Oui, ça, il faut contacter l'école. Parce qu'ils ont une roseraie quand même. Ouais. Bon, ceux qui sont actuellement à l'école d'horticulture, professeur Alfred Dufour, ils ne savent pas qui c'est. Donc il faut juste leur expliquer, quoi, c'est tout. On va envoyer Olivier. Ah ouais. Il y a la présentation qui est déjà prête. De toute façon, je vais l'envoyer, la présentation. À la bibliothèque. Mais comme un peu d'histoire du métier là-dedans, et je pense que l'école d'horticulture pourrait parler à ses élèves. Ben voilà, on a eu. Dans la démarche, on a donc les Dufault de Baudigny qui ont des jardins ont dit être intéressés à prendre quelques copies, donc ils vont peut-être les parrainer, mais on a aussi donc demandé à Minoprio, mais on n'a pas la réponse, s'ils ne voudraient pas en acquérir pour leur roseraie à eux, ce qui semblerait assez logique quand même finalement. Donc on pourrait aussi, si on parle du parrainage, voir pour qu'ils en parrainent, à la limite, puis que quand il y en aura assez, ils puissent en prendre une certaine quantité. À la limite, après c'est eux qui peuvent la multiplier. Par exemple, bien évidemment. Donc il faudrait partir d'abord sur les 50. C'est une proposition, c'est une proposition qui me paraît... Moi j'abonde dans ce... logique, il ne faut pas la perdre. Pas la perdre, être sûr de l'avoir. Parce Il faut quand même relever qu'on a eu un peu de chance. Hein. On a eu un peu de chance. On trouver des plants qui soient multipliables. C'est ça. Et puis ils ont tous marché. Et ils ont tous marché en plus. Bon, ça c'est la qualité du greffeur. Hein. Oui. Ça, il faut lui laisser. Alors. Ok. Alors on pourrait partir avec cette version. Hein. Question de parrainage. Ouais. Bonne idée.